Bonsoir à tous et merci de votre présence si nombreuse. Bonsoir surtout à vous, Manuel Valls et François-Xavier Bellamy, d'avoir accepté d'inaugurer ce grand débat des valeurs et d'être avec nous ce soir. Comme le temps nous est compté et que d'autres débats suivront tout aussi passionnants, je vous propose de débuter tout de suite avec une question angoissante, vertigineuse, existentielle autour de la question de civilisation. Parce s'il est une leçon que l'histoire nous a appris, c'est que les civilisations sont mortelles. Et à l'aune de cette évidence, j'aimerais vous poser à tous les deux cette question. Craignez-vous que notre civilisation, ainsi que son alarme un certain nombre d'intellectuels, je pense notamment à Michel Onfray, qui nous a fait le plaisir d'intervenir dans notre hors-série, ne soit en train de s'effondrer? Je vais peut-être commencer par vous, François-Xavier Bellamy. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Merci de cette invitation. C'est une grande joie de pouvoir échanger avec Manuel Valls ce soir. Je voulais commencer par dire que je suis absolument confus. C'est un point absolument totalement superficiel, mais je me suis complètement trompé dans le dress code. Geoffroy m'a dit, on fait une soirée sympa, 4000 copains, viens comme ça. Donc je n'ai pas pris de cravate, je me sens un peu honteux. C'est peut-être aussi la fin de la civilisation, mais pardon de cette désinvolture. Oui, je crois, pour revenir à des choses sérieuses, que effectivement, nous sommes en train de vivre un tournant de civilisation. Je ne crois pas que ce soit nécessairement la fin, parce que je ne crois pas que nous soyons condamnés à subir notre destin. Je pense que l'histoire sera ce que nous en ferons, sera ce que vous en ferez. Et je ne crois pas que nous soyons condamnés à subir les événements, à regarder s'effondrer tout ce à quoi nous tenons. Mais une chose est certaine, c'est qu'en effet, les civilisations sont mortelles et que nous vivons aujourd'hui une crise de civilisation. Et cette crise de civilisation, c'est d'abord une crise intérieure. C'est d'abord une crise de la transmission. C'est une crise dont le symptôme est que nous ne croyons plus à ce que nous avons reçu. Je le dis comme professeur de philosophie, j'ai été très marqué de vivre pendant ma formation d'enseignant, j'ai été marqué de vivre dans mon expérience de professeur cette rupture de transmission qui ne vient pas des jeunes générations, qui ne vient pas de nos élèves, mais qui vient d'abord du monde des adultes, du monde des décideurs, du monde des responsables, du monde de l'élite intellectuelle qui, dans notre pays, depuis des années, depuis des décennies maintenant, a choisi de ne plus transmettre. Ce n'est pas nos élèves issus de l'immigration qui nous ont dit que la France était coupable de crimes contre l'humanité. Ce n'est pas nos élèves issus de l'immigration qui nous ont dit « il n'y a pas de culture française ». C'est Emmanuel Macron, candidat à la présidence de la République. Et cette crise de la civilisation, c'est d'abord une crise intérieure. Dans quel autre pays au monde dirait-on que nous n'avons pas de culture commune? Évidemment, on s'interdirait de dire qu'il n'y a pas de culture japonaise ou on sauterait au plafond en imaginant que le chef de l'État en Chine dit qu'il n'y a pas de civilisation chinoise. Nous sommes les seuls au monde, aujourd'hui, à dire que nous ne voulons pas reconnaître nos racines. Et c'est d'ailleurs un des symptômes de la crise européenne que l'Europe, en 2005, dans le débat sur le traité pour une constitution européenne, et la France était malheureusement aux avant-postes sur ce plan, que la France a refusé, que l'Europe a refusé d'inscrire dans un projet de constitution les racines de l'Europe, parce que ces racines chrétiennes de l'Europe, nous ne voulons plus les assumer aujourd'hui. Et je crois que cette crise de civilisation, nous sommes en train d'en vivre les effets aujourd'hui, et la question est de savoir si nous saurons la surmonter. Merci François-Xavier Bellamy. Manuel Valls, un petit peu même question. Est-ce que vous partagez ce constat, quitte peut-être à prendre votre part de responsabilité aussi dans cette crise de civilisation? Non, mais ça commence fort. Bonsoir à tous. Et laissez-moi d'abord vous remercier et remercier évidemment Valeurs Actuelles pour m'avoir invité pour ce débat et de débattre avec quelqu'un que j'estime pour... D'abord, c'est un professeur de philosophie, et parce qu'il essaie de placer toujours, comme nous allons essayer de le faire ce soir, le débat à un certain niveau. Bien sûr qu'il y a un risque. Bien sûr qu'il y a une crise civilisationnelle en France, en Europe et en Occident. Mais il ne suffit pas de constater cette crise. Il faut voir comment nous pouvons la résoudre et dépasser une angoisse collective et individuelle qui étreint nombre de nos compatriotes autour de l'idée, au fond, du déclassement personnel, social, mais aussi d'un déclassement collectif.
qui concernent notre pays et qui concernent l'Union européenne. Moi, j'ai plaisir à lire ou à écouter, vous avez cité Michel Onfray, j'ai débattu avec lui, ou Alain Finkielkraut, mais en écrivant un petit ouvrage sur le courage, sur des grandes figures qui l'illustrent et que vous pouvez trouver à la sortie, que je signerai avec grand plaisir, vous êtes nombreux. Pour ma maison d'édition, si vous achetez tous, ça sera un choc totalement traumatisant. J'ai relu un texte extraordinaire que vous devez connaître, qui a été publié il y a 1 an, ou republié, qui est un texte de Milan Kundera. Et ce texte s'appelle « Un Occident kidnappé » ou « La tragédie de l'Europe centrale ». Et ce texte évoque la possibilité de cultures de disparaître, ou qui ont failli disparaître. Celle de la Tchécoslovaquie, alors, de la Pologne ou de la Hongrie. Et au fond, je rappelle que dans ce texte brûlant d'actualité, c'est un texte, il y a 2 textes, un de 1967 devant le Congrès des écrivains communistes à Prague et un autre dans la revue Le Débat en 1983. Et je réponds à votre question. Il rappelle que la culture et l'histoire, ça vient d'être dit, forment un héritage, une identité et des valeurs vivantes qui fondent les peuples et la conscience que les nations européennes se savent périssables, et dont la nôtre. Donc chacun a sa part de responsabilité, bien évidemment. Et c'est important que des hommes, des femmes, qui viennent de la droite républicaine ou de la gauche républicaine, peu importe, mais puissent débattre sur ces questions, pas pour s'invectiver, mais pour trouver les solutions en commun, parce qu'il ne s'agit pas d'un problème de base politique, il s'agit d'une question identitaire. Et ce que je peux dire rapidement, bien évidemment, c'est que nous ne pouvons pas oublier ce que nous sommes. Et nous sommes une terre de valeurs universelles, celle des Lumières, bien évidemment, mais une terre dont les racines chrétiennes sont profondes, très profondes, dont le destin est aussi lié au judaïsme, et une terre d'accueil à d'autres confessions, dont l'islam. C'est cela l'Europe, c'est cela aussi la France. Et l'oublier, c'est courir le risque de disparaître. Et de ce point de vue-là, je partage une très belle réflexion d'Alain Finkielkraut, et je termine avec ça, qui parle de civilisation, mais lui évoque le mot identité. Et il écrit le mot identité, qu'on me reproche beaucoup, dit-il. Je ne suis pas allé le chercher dans la littérature d'extrême droite, dit-il. Je l'ai trouvé chez Kundera, qui montrait qu'en Hongrie en 1956, mais aussi à Prague en 1968 ou en Pologne en 1980, les révoltés défendaient indissolublement leur appartenance nationale et leur appartenance européenne. Des nations et des frontières, ça c'est moi qui le rajoute, une culture, une histoire, une identité fonde, j'en suis convaincu, une civilisation. Et donc une civilisation européenne et une civilisation française. Et dans ce monde périlleux, dans cette Europe où nous connaissons la guerre, avant tout programme politique, avant toute candidature qui incarne, il faut penser à défendre cette civilisation, cette culture et cette identité. Et après, il y a évidemment le débat sur le contenu de ce qui fonde cette civilisation. Mais je le crois tout à fait fondamental, et c'est pour ça que j'appelle à ce réveil, à ce sursaut, sur l'idée même. J'aimerais peut-être, avant d'évoquer peut-être des solutions, mais qu'on poursuive un petit peu sur cette réflexion, sur les raisons qui font que nous sommes en crise de civilisation, comme l'évoquait François-Xavier Bellamy. Je me souviens qu'en 2015, au lendemain de l'attentat du Bataclan qui avait frappé la France, vous étiez alors Premier ministre et vous aviez évoqué, provoquant un tollé d'ailleurs à gauche, une guerre de civilisation que nous ne pouvions pas perdre. Vous évoquez cette menace islamiste. Pour autant, plus que des facteurs exogènes, et on pourrait revenir plus longuement sur l'islamisme, sur l'immigration, mais est-ce que notre civilisation aujourd'hui n'est pas menacée de l'intérieur? Pour citer Vladimir Poutine, qui régulièrement nous invective, mais nous interroge aussi, il parle régulièrement dans ses discours d'une décadence de l'Occident. Est-ce que vous partagez ce souci finalement que nous soyons un peu en décadence? Moi je suis toujours, parce que je suis historien de formation, je suis parfois pessimiste et inquiet, mais parce que j'étais un responsable politique et je reste un militant de mon pays, j'essaie de ne pas être décliniste et de ne pas, au fond, de ne pas me résoudre à des facteurs de décadence
et de recul par rapport aux évolutions du monde. Donc le mot décadence me gêne toujours, ou alors il faut y mettre des exemples. J'entends, j'ai lu les écrits de Vladimir Poutine pour justifier notamment l'intervention en Ukraine, ou pour, dans un de ses derniers discours, attaquer l'Europe et l'Occident. Mais tant que notre civilisation est ce mélange de démocratie et de culture, d'amour de l'histoire et des racines, et bien sûr il faut les cultiver et les transmettre, mais aussi d'optimisme par rapport à l'avenir, au progrès, à la science, même s'il faut les maîtriser, je me refuse à parler de décadence. Et d'ailleurs, de ce point de vue-là, je pense qu'on peut se mettre d'accord, on peut passer des heures à voir ce qui ne marche pas, mais avec l'invasion de l'Ukraine par la Russie au nom d'un projet politique, il y a une forme de cohérence, c'est-à-dire on attaque l'Ukraine, mais on attaque aussi les valeurs occidentales. Il faut évidemment répondre par une défense de nos valeurs, et à commencer par la démocratie, et c'est pour ça que je termine dans ce bouquin en évoquant la figure de Volodymyr Zelensky, qui nous invite au sursaut et à la défense des valeurs et de la démocratie. Et je pense que dans le débat qu'il y a, qui est un débat qu'a voulu Vladimir Poutine depuis longtemps, mais dans cette confrontation avec l'Occident, il y a, à mon avis, de quoi défendre ce que nous sommes. François-Xavier Lamy, sans vous demander de souscrire absolument aux propos de Vladimir Poutine, mais lorsqu'il évoque la décadence de l'Occident, est-ce qu'il ne faut pas y lire, y voir une attaque à un certain nombre de ruptures anthropologiques qui ont été qui ont eu lieu ces dernières années, ces dernières décennies en Europe, mais plus particulièrement en France? La seule chose qui me gêne dans l'idée de décadence, c'est le fatalisme qu'elle induit. Je n'irai pas chercher de référence chez Vladimir Poutine, mais je crois qu'aujourd'hui, nous avons tous le sentiment que ce à quoi nous tenons est en train de disparaître sous nos yeux. Et c'est d'ailleurs ce qu'évoque Kundera dans ce texte. Cette impression, tout ce à quoi nous tenons et tout ce qui nous tient ensemble aussi. Tout ce qui nous tient ensemble aussi. Et je crois que cette impression-là, encore une fois, ne doit pas être reçue avec une forme de fatalisme, comme si nous étions sur une pente à quoi rien ne peut s'opposer. C'est souvent, j'en ai parlé encore récemment avec Michel Onfray, c'est souvent ce vers quoi son regard peut nous conduire. Moi, je crois, encore une fois, que nous sommes tous responsables, vous l'avez dit, nous sommes tous responsables, et chacun a sa responsabilité. Comme le disait Saint-Exupéry, chacun est seul responsable de tous. Maintenant, si on regarde la réalité des faits, vous parliez de courage. Je voudrais, peut-être ça paraîtra paradoxal, mais je voudrais vous remercier pour le courage que vous avez eu. Le courage que vous avez eu quand vous avez attaqué les dérives de la gauche elle-même, lorsqu'une certaine gauche pactise justement avec tout ce qui détruit cette civilisation, lorsqu'une certaine gauche pactise avec l'islamisme, lorsqu'une certaine gauche pactise avec le communautarisme, lorsqu'une certaine gauche pactise avec le wokisme, qui est précisément le discours qui détruit de l'intérieur l'idée de ce qui nous tient ensemble. Lorsque nous voyons aujourd'hui, dans les facs, dans les amphis, lorsque nous voyons une gauche intellectuelle qui hérite pourtant d'une tradition universaliste magnifique et qui est en train de détruire cette tradition universaliste, justement par clientélisme, justement par facilité. Et c'est là que nous pouvons avoir le sentiment que notre avenir est dans nos mains. Lorsqu'au Parlement européen, j'ai déposé un amendement pour demander que la Commission européenne arrête de financer des publicités qui disent que la joie est dans le hijab, c'est la gauche qui s'est levée pour empêcher que cet amendement soit voté. Donc, je veux bien dire avec vous que nous sommes tous responsables. Mais je crois quand même qu'il est temps de regarder avec lucidité le diagnostic de cette crise. Il y a une grande différence entre nous, Monsieur le Premier ministre, c'est que vous avez été au pouvoir. Moi, jamais. Et au pouvoir, et c'est là que je voudrais vous poser cette question toute simple, si on se pose la question de cette fragilisation que vous avez dite avec des mots très clairs, si on se pose la question de cette menace que vous avez dénoncée, y compris après les attentats, quand votre collègue du gouvernement Emmanuel Macron expliquait que tout ça c'était de la sociologie, vous avez eu la lucidité de dire que non, c'était un fait de civilisation. Mais dans ce cas, pourquoi ne pas avoir été plus loin ? Pourquoi avoir milité pendant des années pour le droit de vote des étrangers ? Pourquoi avoir pendant des années essayé de faire en sorte de supprimer la double peine pour les récidivistes ? La question devant laquelle nous sommes aujourd'hui
Et je ne dis pas cela de façon gratuite, parce qu'au fond, je crois que c'est une grande chance que nous puissions parler ensemble, et c'est justement le signe que le débat a encore sa place, et je voudrais remercier Valeurs Actuelles de nous permettre de vivre cela. Le débat a encore sa place dans notre pays, c'est un art français. Mais malgré tout, il faut affronter les choses en face. La question qui est devant nous aujourd'hui, c'est effectivement une question de civilisation. C'est une urgence de civilisation, c'est une urgence du temps long. Il y a quelques années, Monsieur Valls, il y a 10 ans exactement, un grand nombre de ceux qui sont ici, sans doute, étaient, comme moi, dans la rue pour dire que non, nous ne voulions pas qu'on change notre civilisation. Et c'était le projet de Madame Taubira. Eh bien, nous avons pris nos responsabilités. Nous avons pris nos responsabilités, et je le dis avec l'espérance, non pas avec l'espérance d'avoir raison contre d'autres, parce que ce serait parfaitement trivial devant un sujet aussi important, mais avec l'espérance que cette vérité que nous avons tenté de continuer de transmettre pourra irriguer de nouveau notre civilisation, parce que ce qui compte, c'est pas seulement de témoigner de notre attachement aux racines, c'est de faire en sorte que nos racines puissent encore faire couler la sève qui irriguera notre avenir. Moi, je crois de plus en plus au dépassement des différences politiques telles qu'elles existaient avant. Et S'il vous plaît. Et je crois au respect, et avec l'expérience qui est la mienne, aussi avec l'âge, c'est pour ça que le pouvoir est derrière moi, et peut-être il est devant vous, en tout cas je vous le souhaite, personnellement. Mais et je crois de moins en moins à la confrontation, à l'insulte, et je pense beaucoup à la tolérance et à l'écoute, qui a manqué. Et après un long parcours politique, évidemment, on sait de quoi on parle, parce qu'on l'a pratiqué d'une manière ou d'une autre. Mais ce que je constate en France, contrairement à ce qui se passe dans d'autres pays, compris aux États-Unis, d'où nous vient le wokisme et la cancel culture, parce que la force des États-Unis, c'est que, c'est comme on disait il y a quelques années, une forme d'impérialisme culturel qui nous impose une certaine vision du monde. Et ce qui se passe notamment avec le wokisme ou avec la cancel culture, et c'est là où est le danger, c'est qu'il pénètre évidemment d'abord l'école et l'université. Il y a un très bon livre de Jean-François Bronstein qui explique très bien la religion woke, ce qui est en train de se passer chez nous et ce qui s'est passé aux États-Unis. Il y a quelque chose de paradoxal en France par rapport à d'autres pays, c'est que vous avez et une droite républicaine et une gauche républicaine qui, de ce point de vue-là, sont d'accord. Et moi, ma filiation politique, intellectuelle, ce sont celles de Finkielkraut, de Jacques Julliard, d'Elisabeth Badinter, qui, sur ces sujets-là, partagent la même inquiétude et qui mènent les mêmes combats et qui sont les victimes, d'ailleurs, d'une forme de sectarisme. Regardez les écrits de Caroline Eliachev sur le transgenre ou de Sylviane Agacinski, pour ceux qui ne le savent pas, philosophe et épouse de Lionel Jospin, sur l'islamisme. Elles ne peuvent pas tenir des conférences dans des universités ou dans des salles parce qu'il y a un sectarisme. Donc, moi je ne cherche pas des oppositions absurdes, et quand j'ai parlé de gauche irréconciliable, ou quand j'ai parlé d'islamo-gauchisme, ou quand je dis que commencer à comprendre, c'était excuser quand on évoquait la question du terreau pour essayer d'excuser les actes des terrorismes, je me suis situé, non pas dans une tradition de gauche ou de droite, mais je me suis situé dans une tradition profondément républicaine, profondément patriotique et profondément française. Et c'est ça que je défends. C'est ça qui m'intéresse. Le reste, le débat partisan, c'est normal dans une démocratie. Et c'est là où il faut cheminer. Parce que le risque de rupture et le risque de division, lui, il entraîne la décadence. C'est pour ça, je pense que de ce point de vue-là, il ne faut pas que nous prenions comme exemple ou comme contre-exemple Poutine, il n'est pas issu d'une démocratie. Et puis il a la tête d'un pays qui connaît, lui, une sacrée décadence, notamment sur le plan économique ou sur le plan démographique. En revanche, le débat posé par le wokisme, la manière dont on aborde la question de l'islam, la manière dont on défend la République et la laïcité, la conception que nous avons de l'égalité femmes-hommes, des débats qui, alors là, sont évidemment tout à fait fondamentaux, anthropologiques, pour reprendre le mot que vous avez évoqué, tout ce qui tourne autour du transgenre, je le vois en Espagne comme je le vois en France, ou aux États-Unis, nous oblige là à nous unir sur ces questions-là.
sur ces questions profondes d'identité. C'est pour ça que d'ailleurs je suis venu débattre, parce que ça m'intéresse de débattre, y compris avec des publics ou avec des personnalités ou avec un hebdomadaire dont on ne partage pas forcément toutes les idées, et c'est le moins qu'on puisse dire. Mais c'est ça qui m'intéresse, c'est comment on peut avancer ensemble pour sauver, pour garder notre culture, et parce que je continue de penser que la France est un grand pays et que nos débats peuvent continuer à la faire rayonner dans le monde, mais à condition de se mettre d'accord sur ce qu'il faut sauver, sur ce qu'il faut transmettre et sur ces valeurs qui font ce que nous sommes. Il nous reste très peu de temps et c'est bien dommage. Je vais vous demander vraiment quasiment 30 secondes de conclusion à chacun, et peut-être que je vais me tourner, je suis vraiment désolé, François-Xavier Bellamy, vers vous. Manuel Valls évoquait justement cette question de culture, de la transmission. Est-ce que justement cette crise, et vous l'avez un peu évoqué dans cette introduction, n'est pas d'abord une crise de la transmission qui fait, et c'est le titre de l'un de vos ouvrages, de nous souvent des déshérités? Bien sûr, je le crois profondément. Et cette crise de la transmission, mon angoisse, c'est qu'elle continue aujourd'hui avec des conséquences qui peuvent être d'ailleurs irréversibles. Il y a peu de choses qui soient potentiellement irréversibles dans l'histoire d'un pays, si ce n'est que lorsqu'il ne sait plus transmettre sa culture, alors une génération qui ne l'a pas reçue ne saura pas la transmettre à son tour. Et quand je vois qu'aujourd'hui le ministre de l'Éducation nationale s'appelle M. Pap Ndiaye et justement s'est illustré par cette espèce de complaisance avec le discours du wokisme, non mais, pardon, je ne veux pas donner l'impression c'est pas par facilité que je dis ça, c'est parce que ce qui se joue est d'une immense gravité. Et ce qui est en jeu, c'est pas la personne. M. Pap Ndiaye a parfaitement le droit de défendre ses idées. Mais ce qui m'inquiète profondément, c'est qu'aujourd'hui, lui soit confié une éducation nationale qui traverse une crise si profonde. Moi, je le dis très simplement, aujourd'hui, oui, vous avez raison de le dire, nous sommes devant un enjeu critique, un enjeu de survie pour ce qui unit notre pays. Et si nous ne savons pas transmettre cette culture commune, alors demain, là où la culture n'est pas transmise, il ne faut pas s'étonner de voir ressurgir la barbarie. Et je pense que c'est aujourd'hui le défi devant lequel nous sommes, celui de réparer les fractures françaises. J'étais très sensible à ce que vous disiez sur cet attachement à la démocratie, cet attachement à ce qui nous unit. Je crois aussi au pluralisme, au respect du pluralisme. Je suis heureux qu'on puisse parler ici. Il y a quelques mois, vous m'aviez gratifié d'un message particulièrement musclé en considérant que je faisais un naufrage politique et moral parce que j'avais donné ma signature de parlementaire à Éric Zemmour pour qu'il puisse se présenter à l'élection présidentielle. Je crois que confrontés aux défis devant lesquels nous sommes et qui vont être d'une très grande difficulté, confrontés à cet enjeu vital pour la survie de notre civilisation, animés aussi par l'espérance que ce pays puisse encore rayonner, comme vous l'avez dit, dans le monde et dans l'histoire. Et moi, je suis convaincu qu'il le peut. Il suffit de regarder ceux qui sont ici et partout en France. Je vais vous demander de conclure, je suis certain que nous avons besoin, en effet, d'un vrai débat libre, ouvert, éclairé, pluraliste, un débat respectueux. Et merci encore de nous avoir permis de le vivre ce soir. Merci à tous les deux. Je suis désolé, on est vraiment pris par le temps. Lui répondre. Vraiment, en 30 secondes. En 30 secondes, d'abord pour lui dire que depuis je suis sorti de Twitter, donc il n'aura plus à se plaindre. Et la deuxième chose, c'est que je crois en effet, et en quelques secondes, que l'essentiel c'est l'école. Et que de ce point de vue-là, la gauche a sa propre responsabilité sur ce qui s'est passé à l'école. Mais que et donc que ce patrimoine commun, et là je relis Effie Kelkraut ou Nora, c'est autour de l'école, de la transmission de la culture, que la refondation de la République se fera, comme elle s'est faite au XIXe siècle. Merci Manuel Valls, merci François-Xavier Bellamy pour ce débat.